Jérôme, vous êtes le directeur général des Vieilles Charrues, gros festival en Bretagne. Comment ça se passe depuis l'arrivée de la Covid en France? Ça a été un coup d'arrêt brutal, ça a été un état de sidération pour tout le monde, pour toutes les équipes, parce qu'on regardait de loin ce virus, on en rigolait même au début, hein, en se sentant peut-être tous intouchables. Et l'arrêt était brutal avec ce confinement mi-mars, à quelques semaines du montage du festival et à quelques mois du festival. On avait la chance d'avoir un festival qui était prêt, la billetterie était vendue, euh, donc on avait un peu de temps. Mais assez vite, on s'est rendu compte que du fait de certains critères liés à l'organisation, hein, la présence de partenaires notamment, l'incertitude sur la circulation des artistes étrangers d'un territoire à l'autre, et puis un volet plus personnel dans l'organisation, c'est la présence du personnel médical et des secouristes, qui était très incertain parce qu'ils étaient mobilisés en première ligne. Donc sur la base de ces trois critères, on savait dès le début que le festival ne pourrait pas avoir lieu et qu'il fallait justement protéger la structure associative des Vieilles Charrues pour protéger également les emplois et la pérennité de ces emplois. Justement, quand on s'en rend compte, quand on le sait, qu'on l'entend, on attend quoi du gouvernement? Qu'il nous dise ça n'aura pas lieu, ou est-ce qu'on garde quand même un tant soit peu d'espoir? Non, le seul espoir, c'est de trouver les bonnes solutions rapides et immédiates pour vraiment sauver la structure, afin de se dire, voilà, il n'y aura peut-être pas le festival cette année, il n'y aura pas le festival cette année, mais il faut qu'on puisse rebondir pour les années suivantes, parce que les Vieilles Charrues, c'est un festival 100% associatif en Centre-Bretagne, avec 7150 bénévoles, c'est une centaine d'associations à qui on reverse des dons, et c'est 18 millions de retombées économiques sur le territoire. C'est plus de 2000 emplois qui sont générés directement et indirectement sur l'organisation du festival. Donc c'est colossal pour le territoire. Donc on a aussi une importance dans le dynamisme du territoire, et on veut la préserver. Donc c'était urgent de nous prendre ces décisions, qui est dure, hein, qui est très dure, parce que ça fait mal au cœur d'avoir organisé, et puis c'est pas de lâcher l'affaire, mais c'est voilà, trouver des solutions pour se protéger. Et très vite, effectivement, c'est d'alerter les autorités en local et le ministère de la Culture, en l'occurrence qui est le ministère de tutelle, pour leur signifier la réalité de notre organisation, de la temporalité des risques, et que là, il y a un très gros risque. Et donc, on a été même jusqu'à leur demander cet arrêté d'interdiction pour être protégé partiellement vis-à-vis des assurances, vis-à-vis de tous les contrats qu'on avait engagés, nous, aux Vieilles Charrues, sur 17 millions d'euros de budget, un festival qui n'a pas de subvention, donc c'est nous qui engageons tout l'argent. À cette époque-là, on avait à peu près 2 millions d'euros d'engagés sur la partie, on va dire, organisationnelle, hein, les frais de fonctionnement, principalement les salaires, et 5 millions sur la programmation, donc 7 millions. Donc on ne pouvait pas aller au-delà parce que là, on était vraiment en risque. Donc on a réussi à négocier sur la partie cachet artistique de manière, on va dire, intelligente avec les producteurs. On a parlé de rebond, de report d'édition, pour aussi marquer une solidarité, de reprogrammer les groupes l'année d'après. Et puis le reste, c'était de trouver des solutions ensuite. C'est ce qu'on est toujours en train de faire, hein, là avec le ministère de la Culture, pour voir les différentes aides afin de nous permettre de passer une année sans activité, sans un crash financier. En fait, vous êtes passé de directeur général dans l'artistique aussi par rapport au festival à économiste pendant un an. Oui, oui et non, oui, c'est vrai que le métier a changé quand même. Parce que le fait d'organiser un événement, la particularité au Vieilles Charrues, c'est qu'on organise tout sur le site. Donc on a 70 000 personnes par jour, quasiment 300 000 personnes en 4 jours, ce qui est colossal. Et on gère les parkings, le camping, toute la partie restauration bar, on la gère même. Donc c'est vrai qu'il y a des réunions assez lunaires des fois. Avec certains de mes collègues, on fait des réunions sur la location de fours pour préparer la restauration pour 70 000 personnes. Voilà, c'est des choses qui sont un peu loin de la culture, mais qui font partie justement de cette aventure, de cette expérience Vieille Charrue. Là, on est allé beaucoup plus loin, effectivement, par rapport à l'analyse et à l'anticipation de risques et d'échanger aussi, de faire en sorte d'échanger avec tous les acteurs de la filière, parce qu'on est interconnectés, hein, que ce soit les producteurs, tourneurs, salles, festivals. C'est vraiment une chaîne dans la temporalité de l'année, mais également dans la circulation des artistes pour les amener sur une grande scène de festival. Ça démarre aussi par les salles. Donc chacun, on a essayé d'identifier nos problématiques, des solutions qui peuvent être communes, et puis beaucoup échanger avec des festivals aussi, qui pour beaucoup avaient des idées, des visions, pour essayer
voilà, que faire en sorte que personne ne reste sur le bord de la route et qu'on puisse redémarrer pour maintenir cette fameuse diversité culturelle souhaitée par le président de la République ou par la ministre de la Culture. Nous, le terrain, on le connaît par cœur. On sait que c'est un secteur qui est en pleine évolution, comme beaucoup d'autres, mais on était peut-être un peu plus tard sur une évolution, sur un phénomène de présence de grands groupes maintenant qui arrivent sur le secteur du live, qui diversifient leur activité, entre autres. Donc il faut être vigilant, chacun à sa place, mais il faut qu'on peut-être mette en place des règles de fonctionnement qui permettent à un tout petit festival associatif, comme à un grand groupe, eh bien, de pouvoir proposer au public un projet artistique avec une programmation, avec aussi une billetterie, un choix, une politique de billetterie. Et aujourd'hui, une crise comme celle de la Covid peut vraiment mettre à mal des structures peut-être un peu moins fortes, un peu moins structurées. Et c'est là aussi le rôle de tous les festivals, de ceux qui sont peut-être un peu plus aguerris, d'accompagner afin de maintenir cette diversité et ces propositions artistiques sur le territoire français. C'est ce que vous faites, vous êtes en connexion avec d'autres groupes, d'autres festivals, d'autres... Oui, on l'était déjà beaucoup avant la crise. Ça s'est forcément renforcé, hein. Moi, je me souviens, les premiers jours en mars dernier, c'était tous les jours au téléphone avec des festivals bretons au début, puis ça s'est élargi très vite, parce que les grands festivals, on se côtoie souvent parce qu'on a les mêmes problématiques. Quand on accueille 30, 40, 50, 70 000 personnes par jour, on a les mêmes problématiques qui sont différentes d'un festival qui va accueillir 1000 personnes. Il y a beaucoup de sujets en commun, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus délicats pour nous. On avait déjà beaucoup travaillé ensemble au moment de la crise liée aux attentats. On avait dû revoir nos organisations d'accueil public et de sécurité en matière d'accueil du public. Bah là, on a des automatismes de fonctionnement, on a des affinités aussi, et puis on a des bons réflexes, je pense, aujourd'hui. On est responsable quand on organise un événement. De toute façon, quand on accueille 70 000 personnes par jour, on engage notre responsabilité civile et pénale. Donc on a envie que ça se passe bien. Pour la sécurité des gens, pour la santé des gens, mais aussi on a envie que ça se passe bien pour que les gens aient envie de revenir. Nous, la source de revenus principale au Vieilles Charrues, dans la majorité des festivals, c'est la billetterie. Donc on est obligé d'avoir un résultat très satisfaisant pour que les gens en reviennent. Donc c'est pour ça qu'on échange sur comment faire d'un festival une vraie expérience, que ce soit entre amis, en famille. Il y a les concerts, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà, on essaye de préserver ce joyau qu'on a façonné chacun dans nos événements, et puis surtout de respecter le public. Et là, la cohésion, elle se passe comment avec une crise inédite comme cette pandémie ? Ben, il y a plusieurs phases. Il y a eu la phase, là, pour le coup, de crise où on savait qu'on allait devoir annuler ou reporter nos éditions. Donc là, il y a des choix qui sont différents d'un festival à l'autre, mais après, chacun fait sa propre stratégie. Mais globalement, on a été à peu près tous sur la même direction, parce que c'était, protéger nos structures, les emplois liés à la structure, et puis d'imaginer, de baliser des critères pour des aides, pour nous accompagner. La bonne nouvelle, c'est qu'une très grande majorité des festivals aujourd'hui ont équilibré les comptes sur une année sans activité grâce au chômage partiel et grâce au maintien des subventions des collectivités territoriales, plus à la marge aussi les aides du ministère de la Culture liées à la Covid. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. L'exemple des charrues, on n'a pas de subvention de collectivité en temps habituel, puisqu'on n'en a pas besoin et on a appris à faire sans, surtout depuis le début. Là, nous, on a un vrai écart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent des collectivités qui a été versé, nous, on ne l'a pas. Et pour l'exemple des Vieilles Charrues, on était à 1,8 million d'euros de coût d'une année sans activité, en n'ayant rien dépensé. Et il nous reste encore 1,1 million. Donc on attend vraiment ces aides spéciales pour le coup, repartir vraiment à égalité sur la ligne de départ pour l'avenir. Mais on voit que cette diversité, au moins, elle va être maintenue pour l'année à venir. Maintenant, reste à voir quelle sera la possibilité pour nous d'organiser un événement cet été. On est tous très motivés, mobilisés pour organiser un événement. Est-ce qu'il faudra l'adapter en mode Covid ? On ne le sait pas encore. Ça en prend un peu la tendance si on regarde ce qu'on vit actuellement. Maintenant, il faut être patient, il ne faut pas prendre de décision tout de suite. Il faut vraiment attendre la période de mars, je pense, pour décider, parce que c'est à ce moment-là qu'on devra commencer à engager des frais et prendre des décisions. Et là, il faudra les prendre en connaissance de cause, parce que autant l'année dernière, on était pris par surprise, que là,
On sait l'importance et l'impact de cette crise. Justement, vous sortez du ministère de la Culture, vous avez pu discuter avec eux. Quels sont les échanges, quels sont les teneurs des échanges? Parce que eux aussi, ils n'ont pas vraiment de visibilité sur l'évolution ou la régression de la pandémie. Alors, ce qui est important déjà, c'est qu'il y a de l'échange. Il y a un échange très régulier. Roselyne Bachelot, en prenant ses fonctions, a annoncé immédiatement la mise en place d'états généraux des festivals. C'est la première fois où les festivals venaient sur le haut de la pile des sujets à traiter. Parce que le ministère de la Culture, c'est énorme comme champ d'action. Donc on a travaillé à l'organisation de ces états généraux en octobre dernier et cela a permis d'identifier des sujets déterminants et indispensables à la bonne organisation de ce qu'on appelle un festival de musique ou d'un festival tout court. Et que depuis, c'était une première marche pour faire un état des lieux, comprendre aussi les problématiques et puis les souffrances qu'avaient eues les organisateurs dans cette période où tout était à l'arrêt, et tout est encore à l'arrêt. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment de retravailler sur comment reprendre. Il y a plusieurs sujets qui sont liés notamment à la forme que pourra prendre ces festivals, en mode Covid ou pas, et quels sont les critères qui vont faire qu'on va pouvoir imaginer telle ou telle forme de festival. Et donc il y a beaucoup de sujets autour de la table, parce que l'idée c'est vraiment de faire un énorme brainstorming des différentes solutions. On parle de tests, de concerts-tests, de vaccination forcément, et puis en fonction de la forme de festival que l'on pourra imaginer, ou qu'on sera peut-être autorisé, on sera peut-être contraint à telle ou telle forme, eh bien il va falloir des mesures d'accompagnement, parce qu'on ne sera pas sur un plan de relance, mais sur un plan de transition. Et donc c'est de ça dont on discute, de savoir c'est quoi les 2 ou 3 scénarios envisageables et comment un festival va s'organiser pour le faire, et quel sera un peu le décalage entre l'intégration du coût de fonctionnement à l'année, le coût de production d'un événement, et puis les recettes en face qui seront liées à de la billetterie, mais peut-être avec beaucoup moins de recettes, et puis de la présence de partenaires mécènes qui sont aussi touchés économiquement par cette crise sanitaire. Donc c'est là qu'il faudra qu'on analyse les chiffres pour voir quelles seront les aides nécessaires du ministère pour nous permettre justement d'imaginer un festival l'été prochain. Alors imaginons, ils ont lieu, ces festivals l'été prochain. Quels sont les scénars possibles? Alors, c'est pas imaginons s'ils ont lieu. Moi j'ai envie de dire qu'il y aura lieu. Le festival des Vieilles Charrues, il aura lieu. En revanche, je ne sais pas aujourd'hui quelle en sera la forme. Le festival, dans sa forme habituelle, on la connaît, on la maîtrise, et puis il est prêt. On a parlé de report d'édition, et toutes les équipes sont ultra motivées, mobilisées, et n'attendent que ça. Nos bénévoles également, les partenaires, les prestataires, les artistes, tout le monde attend que ça, le public aussi. Le fait est qu'aujourd'hui, la situation sanitaire, elle n'est toujours pas sous contrôle. Il y a beaucoup d'espoir avec le vaccin. J'espère que la partie logistique liée à cette vaccination va se mettre en place très vite et qu'il y aura le maximum de doses pour que le maximum de gens puissent se faire vacciner, parce qu'une fois qu'on aura atteint justement cette immunité collective, on pourra reprendre une vie presque comme avant. Mais il n'est pas impossible que d'ici l'été prochain, on soit encore autorisé à faire des concerts debout ou à accueillir autant de monde. Donc il est important d'imaginer un scénario qui soit compatible. Aujourd'hui, je ne sais pas quel sera le scénario. C'est impossible de le dire. On ne sait même pas si le mois prochain, on va rouvrir les bars, les salles de concert ou les remontées mécaniques. Donc à l'été prochain, je ne sais pas. Il y a cette vraie espérance avec le vaccin. Mais d'ici là, on aura des décisions à prendre avant. Moi, je préfère qu'on nous donne un cadre où on va pouvoir organiser quelque chose, recréer cette rencontre entre le public et des artistes sur scène. Et là, ça va être le moment de travailler sur un scénario. On sait qu'il y en a quelques-uns qui existent en mode Covid. Il y a eu l'été dernier, et puis à la rentrée, jusqu'au couvre-feu, le 5000 assis. Alors, il y avait zone verte, zone rouge, 5000, 1000. Bon. Mais peut-être que ce sera ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on attendra la dernière minute pour engager sans prendre de risques. Et puis on s'adaptera à la jauge la plus optimiste pour accueillir le maximum de gens. Mais en tout cas, dans un coin de la tête aussi, on se prépare à peut-être ne pas organiser le festival de la même manière. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on fera quelque chose. Si la jauge diminue,
Est-ce que c'est une clause qui peut empêcher certains artistes de venir? Je pense notamment à Céline Dion, qui est complète, mais même tous les autres artistes. Est-ce que, par exemple, si la jauge est à 5000 pour les vieilles charrues comparée aux autres années, ça peut empêcher des artistes de performer en se disant je ne performe pas devant 5000 personnes, devant moins de 5000 personnes? Alors, le problème, il se pose différemment. C'est qu'aujourd'hui, on a signé des contrats avec des artistes par rapport à une jauge, à une taille de festival et à une billetterie. Donc effectivement, il y a certains artistes comme Céline Dion qui, à elle seule, vend l'ensemble des billets d'une journée aux Vieilles Charrues. Donc le montant du cachet, il est important, ce qui est logique par rapport à la billetterie. Ah, c'est pas une histoire de cachet, moi je m'en fiche de savoir combien Céline Dion a touché. Est-ce que ça la dérange de chanter devant moins de Alors 5000? je suis pas sûr que ça la dérange parce qu'elle a fait des concerts à Las Vegas dans des petites salles par rapport à des stades de France ou aux Vieilles Charrues. Maintenant, c'est le cachet là pour le coup. Là, le 5000 billets à moins de 50 euros versus 70 000 billets à 50 euros, c'est pas du tout la même proportion et le même coût de production de l'événement. Donc concrètement, ce ne sera pas possible. Et après, la question, elle va se poser différemment pour les groupes. C'est qu'à un moment donné, si on est contraint à des jauges limitées, va se poser la question de l'engagement des tournées. Est-ce qu'ils vont, parce qu'il n'y a pas que les festivals, c'est important, les festivals, ils ont leur propre tournée. Est-ce qu'ils seront autorisés ou pas? Quelle jauge et quel coût de production? Donc la recette billetterie, qui est la principale source également pour les producteurs, est-ce qu'elle va couvrir le coût de production? Donc ils seront peut-être amenés à devoir revoir la scénographie, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment des shows, c'est des spectacles plus qu'un concert. Donc cette question se posera. Donc il y a des artistes qui diront peut-être oui, nous on y va, on se réadapte et on y va, et puis d'autres diront bah non, on reporte parce que je veux vraiment présenter mon vrai spectacle. Donc là il y aura une première évaluation à faire, et puis bah, nous forcément si on passe d'un 70 000 à un 5 000 ou 10 000, je ne sais pas, bah, ce ne sera pas les mêmes budgets artistiques que l'on aura également, donc il y aura une rediscussion en fonction de ceux qui veulent tourner pour bah, voilà, réadapter et mettre personne en danger, quoi. Les festivals ne meurent pas, les Vieilles Charrues ne meurent pas et rebondissent. Pour l'instant, l'édition est reportée à juillet 2021. Vous faites partie des chanceux, entre guillemets, où il n'y a pas eu trop de demandes de remboursement. Vous pensez que c'est dû à quoi? Alors, effectivement, c'est une grande chance. En tout cas, c'est une vraie preuve d'amour de la part des festivaliers. Nous, on a voulu jouer la transparence et l'honnêteté quand on a parlé effectivement de report d'édition, parce que, annulation, c'est un crève-cœur, c'était pas possible. Et puis, il y a eu un tel plébiscite de cette édition, les billets de Céline Dion sont partis en 8 minutes, je crois. Enfin, jamais on avait vécu ça, on avait vu ça. Et puis, le billet pour la programmation du week-end, c'est pareil, en quelques heures, il n'y avait plus de billets, quoi. C'était hallucinant. Donc, vis-à-vis du public qui avait bataillé pour avoir un billet, on s'est dit, on va parler de report d'édition, puis on avait tout préparé. La scéno, la déco du site avec pas mal de nouveautés. Donc, on voulait présenter tout ça à nos festivaliers. Et puis, par solidarité avec des artistes, on a parlé également de report d'édition pour voilà, que ce soit quelque part notre plan de relance à nous, notre solidarité, de reprogrammer des groupes qu'on avait initialement prévus, quoi. Et une fois qu'on annonce le report d'édition, il y avait différentes possibilités. Vous conservez vos billets, on fait un voucher. Nous, on a dit, non, on va d'abord proposer aux gens le remboursement. Parce que peut-être que certains ne pourront pas, peut-être que certains ont des difficultés financières en période de crise. Donc on propose soit de rembourser, soit de conserver le billet. Et on l'a fait 15 jours après, sur une période de 15 jours. Et notre grande surprise, ça a été qu'il y a eu moins de 2% des gens qui ont demandé le remboursement. C'était à peine 2000 billets par jour. Donc c'est génial, ça fait chaud au cœur. Et puis l'autre bonne nouvelle, quelques semaines après, ça a été la reprogrammation de Céline Dion en 2021. Où là, encore une fois, par été, on a redemandé aux gens s'ils voulaient se faire rembourser avant de mettre en vente. Là, je crois qu'on a eu 3 demandes. Et puis quand on a remis en vente, il y avait, je sais pas, 2-3 000 billets. Et c'est parti en même pas 2 minutes, quoi. Donc c'est pas un hasard parce qu'on a fait en sorte, enfin on essaie, il n'y a pas de formule magique, mais de bichonner les festivaliers. On organise pendant toute une année avec toute l'équipe, l'association, les bénévoles, un festival de 4 jours. On fait en sorte d'accueillir les gens comme s'ils venaient chez nous pour une fête. Et donc, chaque année, il y a la surprise de la programmation, de faire en sorte d'avoir la plus belle photographie musicale de l'année. Programmation éclectique, c'est l'ADN des charrues.
Et puis de faire en sorte que dès qu'ils arrivent sur Carhaix, dès qu'ils se garent, et bien que ça se passe bien, on fasse la queue le moins souvent possible, le moins longtemps possible. Et puis on agrémente le site, on l'a agrandi il y a 2 ans, on a augmenté de 50% la surface sans augmenter la jauge. On a créé un restaurant avec des chefs et tous les bretons, avec des plats à moins de 10 euros. On a mis beaucoup plus d'éléments de déco. On fait beaucoup d'animation grâce à des partenaires sur des expériences qu'on va... Je sais pas, il y a eu des baptêmes de montgolfières, il y a eu des... Voilà, c'est de créer un environnement, une bulle pendant 4 jours où voilà, on est bien, on voit de la bonne musique, on mange bien, c'est pas très cher, on peut aller au camping, c'est gratuit. Voilà, c'est de passer 4 jours de fête et de musique et de partage ensemble, de vivre ensemble. C'est vrai que dans cette chronique, on se focalise sur les Vieilles Charrues, mais c'est aussi valable pour les autres festivals. Vous sentez que le public a envie de Ouais, revenir? ouais, clairement. Quand on les croise dans la rue, quand on voit les messages qu'ils nous envoient sur les réseaux, ils ont envie, ils adorent ça, ils ont besoin de ça. Une première année sans, ça a fait un peu bizarre, mais au regard de la gravité, de la brutalité de cette crise, les gens ont compris. Ça a fait quand même bizarre au mois de juillet, hein, quand il n'y avait pas d'événements. On a essayé de trouver des solutions pour leur rappeler les bons souvenirs, les bons moments du festival. Mais là, on voit clairement qu'avec ces crises en plus qui durent, ces confinements, ces couvre-feux, c'est un peu de notre devoir aussi de trouver des solutions, de nous adapter pour être présent, même si ce ne sera peut-être pas la même formule, mais d'être présent. C'est important pour le territoire, c'est important pour les festivals, c'est important pour les artistes, c'est important pour nos équipes aussi. Juillet 2021, c'est dans quelques mois. C'est quoi la suite? Là, aujourd'hui, on est début janvier. Quelles vont être les différentes étapes jusqu'au premier jour des Vieilles Charrues pour vous? Les premières étapes importantes pour moi, elles vont jusqu'en mars. Là, on va devoir travailler à différents scénarios pour, une fois observer l'évolution de la situation. C'est le premier point. Après, nous, on n'est pas des spécialistes et je ne veux surtout pas être un spécialiste, mais d'observer l'évolution de la situation sanitaire, la circulation du virus, la vaccination. Donc tout ça, ce sont des points vraiment très importants pour voir quelles peuvent être l'orientation des décisions. Et en fonction de l'orientation des décisions avant qu'elles soient prises, il faut qu'on imagine un scénario qui sera soit le festival normal, soit un festival adapté. Et en fonction de ça, c'est tout de suite le chiffrer. Donc on commence à faire pour un peu prendre des informations, parce que sur d'autres scénarios, on n'a aucune information, on ne sait pas le faire. Mais on apprend vite. Donc c'est chiffré pour voir vraiment quels vont être les différentiels budgétaires pour ne pas se mettre en risque. Et là, pour le coup, de faire baliser des aides spécifiques pour nous aider sur une année de transition. Ça, c'est jusqu'en mars. Et en fonction de ce qui sera possible en mars, ou à partir de mars, l'arrêté d'interdiction court jusqu'à fin mars. Donc forcément, il devrait y avoir une prise de parole du Premier ministre en la matière pour nous dire comment ça peut se réorganiser pour après mars. Et bien c'est là qu'il faudra qu'on ait une réponse pour pouvoir s'organiser pour l'été prochain. Merci beaucoup. Merci.